Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Denis Kadima a confirmé à la tête de la commission électorale en République démocratique du Congo. Lui et son équipe ont prêté serment ce mardi devant la Cour constitutionnelle malgré les critiques de l'opposition et d'une partie de l'épiscopat. Renforcement des liens diplomatiques et économiques entre la Tanzanie et le Burundi avec la signature d'accords portant notamment sur la construction d'un terminal terrestre destiné à permettre au Burundi de réduire les coûts de l'entreposage de ses marchandises. Le Tchad, face aux RICS entre communautés, des conflits fréquents dans le centre et le sud. Ils opposent principalement éleveurs nomades et cultivateurs autochtones sédentaires, des années d'opposition meurtrière, mais toujours aucune solution durable. Gros plan à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, la poursuite du procès de l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso. 12 des 14 accusés sont présents, dont le général Gilbert Diendéré, 61 ans, l'un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Et ce mercredi, le tribunal militaire de Ouagadougou s'est penché sur le rôle du général le jour du coup d'État, le 15 octobre 1987. Le principal accusé, lui, l'ancien président Blaise Compaoré, qui vit en Côte d'Ivoire, ne participe pas à ce procès. Il est accusé de complicité d'assassinat, de recel de cadavres et d'attentat à la sûreté de l'État. Denis Kadima, nouveau président de la commission électorale en République démocratique du Congo, et ce malgré l'opposition d'une partie de l'épiscopat et de l'opposition. Denis Kadima et les 15 membres du bureau de la CENI chargés de l'organisation des élections de 2023 ont prêté serment ce 26 octobre devant la Cour constitutionnelle. Corinne Comdem. Denis Kadima, nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a prêté serment ce mardi 26 octobre devant la Cour constitutionnelle. Prestation de serment sur fond d'allégations d'irrégularité concernant sa nomination. Nous attendons l'organisation crédible, démocratique et transparente des élections générales en 2023. Lesquelles élections, nous, Union Sacrée, nous voulons les gagner démocratiquement et équitablement, sous le leadership du président Tshisekedi. Les groupes religieux qui sont mandatés par la Constitution pour nommer la direction de la CENI par consensus étaient en désaccord pendant des mois et n'ont pas réussi à atteindre l'unanimité. Ils ont par la suite été ignorés par le Parlement qui a approuvé la sélection de Denis Kadima le 16 octobre. Nous sommes en tout cas en attente d'une élection qui fera une différence parmi tout ce que nous avons eu comme élection dans ces pays. Nous avons eu des élections en 2006, nous avons eu des élections en 2011, nous en avons eu la dernière, ça a toujours eu quelques petites contestations, mais cette fois-ci, je ne dirais même pas petites, dans les élections passées avant les élections de 2018, il y a eu des contestations monstres. Cette fois-ci, nous voulons des élections libres, réellement libres, démocratiques et transparentes. Denis Kadima, un expert électoral avec des décennies d'expérience, est désormais à la tête de la CENI. Un choix qui, selon les analystes politiques, pourrait renforcer la main du président Félix Tshisekedi lors des prochaines élections, mais au risque de saper son intégrité et de briser le soutien au sein de son alliance politique. Il va sans dire que sa nomination est loin de faire l'unanimité. Certains groupes d'opposition et des alliés au sein de la coalition Union Sacrée au pouvoir ont notamment accusé le président Tshisekedi d'avoir forcé la candidature de M. Kadima. Suite au coup d'État au Soudan, la Banque mondiale a décidé de suspendre son aide financière. Annonce faite ce mercredi dans une déclaration de David Malpass, le président de l'institution. Je crains l'impact dramatique que cela peut avoir sur le redressement et le développement social et économique du pays, a-t-il dit. La Banque mondiale participait entre autres au processus d'allègement de la dette du pays de la Corne de l'Afrique au Soudan, où le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui a été ramené chez lui mardi, n'est toujours pas libre de ses mouvements, déplore l'émissaire des Nations Unies au Soudan.
La Tanzanie et le Burundi souhaitent renforcer leurs relations diplomatiques mais aussi économiques. Plusieurs accords ont été conclus ces derniers mois entre les deux pays et plus récemment, après la visite en Tanzanie du président burundais Evariste Ndayishimiye qui a rencontré son homologue tanzanienne Samia Suluhu Hassan avec qui il a été convenu que la Tanzanie donnerait un terrain destiné à la construction d'un terminal terrestre, une infrastructure qui devrait à terme réduire les coûts des stockages des marchandises. Joël Balour. Dans l'optique de renforcer leurs relations diplomatiques et économiques, la Tanzanie a octroyé une superficie de 10 hectares au Burundi. Avec ce terrain, le gouvernement burundais compte construire un port sec. L'objectif recherché est de réduire les coûts liés à l'entreposage des marchandises en transit. La Tanzanie a accordé 10 hectares au Burundi pour la construction d'un port. Je pense que l'idée est assez intéressante. Ça va permettre de développer une forme de logistique pour le Burundi, de pouvoir non seulement stocker les produits, mais pouvoir aussi échanger les produits. Plus on a des zones d'échange importantes et plus on peut penser à une forte croissance, non seulement dans la zone d'Afrique de l'Est, mais aussi dans la zone Afrique. Avec cette nouvelle infrastructure, le Burundi, fortement dépendant dans la sous-région pour son commerce extérieur, va pouvoir désengorger les ports, créer des emplois pour les jeunes. Une grande avancée dans les rapports économiques entre les deux pays qui jusqu'ici gravitent autour du port de Kigoma qui est connecté par le rail à la plateforme de Dar es Salaam. Il est donc important pour la Tanzanie de trouver une solution en créant un espace qui pourrait être un espace burundais sur le territoire zambien afin de leur donner un temps de dégagement qui leur permette d'être efficaces et moins chers. Et donc, la Tanzanie résout son propre problème du commerce international en octroyant une facilité foncière au Burundi. En rappel, selon les statistiques publiées, le volume des échanges commerciaux entre la Tanzanie et le Burundi est passé de plus de 36 millions de dollars en 2015 à plus de 86 millions de dollars en 2019, tandis que près de 95% des marchandises importées et exportées du Burundi passent par le port de Dar es Salaam en Tanzanie. Les affrontements entre communautés demeurent fréquents au Tchad, des affrontements par exemple entre des cultivateurs sédentaires et des éleveurs nomades au centre et au sud du pays où nombre d'habitants sont armés, des conflits communautaires meurtriers faisant des centaines de victimes ces dernières années et toute médiation reste pour l'heure sans effet. Reportage entre correspondants au Tchad, Mamat Ramadan. Au Tchad, les conflits intercommunautaires liés aux différents fonciers s'accentuent dans les zones rurales et causent des dégâts humains considérables. Entre 2020 et 2021, au moins une vingtaine d'affrontements entre les villageois agriculteurs et les nomades éleveurs ont été recensés et ont causé la mort des centaines de personnes à travers le pays. Les causes principales sont, pour la plupart, les disputes autour des espaces de pâturage et d'agriculture qui finissent par des affrontements intercommunautaires. Pour un simple conflit entre deux individus, des communautés sont engagées. Et certaines personnes, certaines communautés ont tendance à se faire justice dans la violence. Ça casse le vivre ensemble et la communion dans notre pays et surtout la paix. Une situation qui inquiète de plus en plus les acteurs sociaux et les populations rurales qui estiment vivre en souci. Des conflits intercommunautaires surgissent en toute période de l'année et deviennent de plus en plus difficiles à prévenir. Certains acteurs estiment que la réponse à ce phénomène doit être judiciaire parce que les médiations intercommunautaires ont montré leurs limites. Depuis les troubles qu'a connus notre pays, le développement des justices parallèles que nous on décrit, commandant de brigade, commissaire de police, officier de police judiciaire, mais surtout chef de race et autres, qui fait que le Tchad, on a l'impression que c'est un pays communautaire plutôt qu'une république égalitaire et citoyenne. Le dernier affrontement intercommunautaire sanglant qui a causé la mort de 21 personnes et une vingtaine de blessés remonte à août 2021 au centre du pays. Pour rappel, les conflits ont causé des déplacements forcés de milliers de personnes à travers le pays et causent des famines dans le monde rural. 2 personnes sont décédées dans les récentes inondations qui ont touché la Côte d'Ivoire. Un lourd bilan annoncé dimanche après la découverte des victimes à Abidjan. Un nouveau drame qui vient une nouvelle fois démontrer que la Côte d'Ivoire pâtit de ses infrastructures détériorées. Les populations sont régulièrement confrontées à des systèmes d'évacuation d'eau bouchée et à une urbanisation mal structurée. Reportage Ange Nomeillon. Les pluies diluviennes ont fait 2 pertes en vies humaines dans la commune de Yopougon, à Abidjan.
Marvin Kwasi et Kylian Kwasi, respectivement âgés de 14 ans et 7 ans, ont été emportés ce vendredi 22 octobre par les eaux de pluie au quartier Maroc. Ce n'est que ce dimanche 24 octobre que les corps des 2 enfants ont été retrouvés par les sapeurs-pompiers dans une fosse commune. La douleur des parents est immense. L'eau les entraînait tous deux. En même temps, les 2 qui les suivaient ont rebrouché chemin. En courant, en pleurant, tout le quartier a su qu'il y a problème. Sincèrement, c'est la désolation totale, la tristesse. La ville d'Abidjan, gros pôle urbain, est très souvent submergée par des inondations en période de pluie. Les nouvelles infrastructures et la configuration des égouts, selon les experts, ne permettent plus d'évacuer l'eau au moment opportun. Une situation décriée par les responsables de la commune de Yopougon qui s'est étendue ces dernières années. Ils en appellent à l'aide de l'État. Des écoliers, des enfants qui vont constituer l'avenir de demain meurent pour des pluies, des dégâts que nous pouvons bien éviter. Nous pouvons les éviter normalement parce que avant de construire, avant de tracer une route, il faut faire des études. Et il y a des ingénieurs, nous avons tout ce qu'il faut. Bon, je ne sais pas pourquoi cela arrive chaque année et lorsqu'il y a des pluies, les gens meurent et on ne fait rien. Vraiment, je ne sais pas pourquoi cela. Les pluies diluviennes provoquent régulièrement des pertes humaines à Abidjan, métropole de 5 millions d'habitants en croissance continue. Des inondations meurtrières avaient fait 18 décès en 2018 dans plusieurs communes comme à Cocody, malgré d'importants travaux pour curer les canaux d'évacuation d'eau et la destruction des constructions illégales initiées. La plupart des pays africains n'ont pas atteint l'objectif de vacciner 10% de leur population. Le taux de vaccination contre le Covid-19 sur l'ensemble du continent tourne actuellement autour des 3% contre 50% dans les pays industrialisés. Alors, outre la question du financement et de la logistique, le déploiement du vaccin se heurte aussi à une méfiance grandissante vis-à-vis des injections. C'est notamment le cas au Cameroun, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Marie-Raphaël Antolo. Sur la question de la vaccination anti-Covid-19, les populations camerounaises sont dubitatives et la couverture vaccinale du pays ralentit. Le Cameroun, qui compte près de 27 millions d'habitants, a encore du mal à immuniser sa population contre la Covid-19. Selon le ministère de la Santé publique, le taux de couverture vaccinale sur tout le territoire national est de 0,9%. Tout de même, les mesures telles que le port du masque et la distanciation sociale restent de mise dans les milieux hospitaliers et autres endroits publics du pays. Pour éviter vraiment de se faire vacciner, on dit que on se fie à la pharmacopée traditionnelle, ce qui n'est pas toujours sûr. Ce qui n'est pas sûr, c'est sûr, mais à moitié. Non, il faut que tous et chacun se vaccine. Je pense des marques de cette façon de voir les choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Les raisons du refus de la vaccination contre la Covid-19 varient d'un citoyen à un autre. Certains citoyens se focalisent sur les idées véhiculées dans les réseaux sociaux, idées selon lesquelles les multiples vaccins ne garantissent pas une protection totale contre les nombreux variants du Covid-19. D'autres évoquent un complot à l'échelle mondiale orchestré par les pays occidentaux contre les populations africaines pour s'accaparer des richesses du continent. Nous pensons que le vaccin, c'est une bonne chose, comme toute forme de maladie, à savoir peut-être les hépatites, la tuberculose et tout ce que nous pouvons savoir. C'est une bonne chose parce qu'il est préventif contre la pathologie dont nous pouvons souffrir. Mais parlant spécialement de la Covid, je pense de mon point de vue que les chercheurs n'ont pas pris suffisamment du temps, ou encore les pays, surtout occidentaux, se sont rapidement jetés dans ce combat-là et en mettant une précipitation sur un vaccin qui, jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que ce vaccin-là supporte toujours des doutes. Dans les 250 centres de vaccination du pays, les populations ont le choix entre les vaccins Sinopharm et Johnson & Johnson, les doses d'AstraZeneca ayant toutes expiré depuis le 23 août 2021. Pour le ministre de la Santé du Cameroun, malgré ce manque d'engouement des populations pour les campagnes de vaccination, l'objectif global de l'introduction des vaccins anti-Covid-19 reste la vaccination d'au moins 80% des populations vulnérables d'ici décembre 2021. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.